Parfait. Eh bien, bonjour à Oui, toutes et tous. Merci d'être avec nous ce matin pour le deuxième webinaire de donc, notre saison 2 de cycle de webinaires autour des démarches territoriales d'économie circulaire dans le bâtiment. Donc, je suis Ilona Petit, responsable des études à l'Institut national de l'économie circulaire et on a décidé d'organiser ces cycles de webinaires dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le Life Ways to Build en partenariat avec France Urbaine et Toulouse Métropole. Donc, le sujet du jour étant l'équation économique du réemploi, sujet assez vaste, mais qui est un petit peu le nerf de la guerre. On le sait aussi avec les actualités budgétaires pour les acteurs publics, forcément, beaucoup de questions. C'est ce que le réemploi doit coûter plus cher, moins cher, au même prix? Comment les professionnels se saisissent un peu de ces enjeux économiques pour développer les filières du réemploi? En tout cas, toutes ces questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat si vous le souhaitez. Et sinon, on aura un temps de questions-réponses dédié. Peut-être je peux vous présenter le programme et les intervenants qu'on va avoir ce matin. Donc, on va démarrer avec une intervention du SPREC. Donc, Clémence Bondon va nous présenter ce syndicat-là et les retours un peu de terrain des différents professionnels. Ensuite, on aura une présentation de l'étude qu'a réalisée l'IFPEB avec le booster du réemploi sur justement l'équation économique du réemploi. Et donc, ce sera Julie Obadia qui va nous la présenter. Et pour finir, on aura une présentation de Patrick Bernard de Cinétique, donc, qui est un des partenaires du projet Life Ways to Build et qui nous fera un petit peu des focus plus micro sur quelques opérations qu'ils ont pu mener dans le cadre du projet pour avoir des retours d'expérience assez concrets. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, un temps de questions-réponses, parce que je suis sûre que les échanges seront assez riches sur la question. Alors, sans plus tarder, je vais donc laisser la main à Clémence en pour fait, nous je... présenter le SPREC et un peu un état des lieux et des enjeux de la filière. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation à ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. L'enjeu, c'est de prendre quelques minutes pour vous présenter le syndicat, enfin, son rôle, à quoi il sert et puis comment il fonctionne. Et puis de vous donner une photographie un peu à l'instant T de nos adhérents et éventuellement faire remonter plutôt les problématiques, les freins et les potentiels des filières plutôt que enfin, de se focaliser sur d'autres sujets de l'économie du réemploi. Le SPREC, donc le syndicat professionnel du réemploi dans la construction, il a été créé il y a un petit peu plus de 2 ans. Maintenant, en fait, je dirais que c'était plutôt en lien avec l'arrivée de la loi AGEC et des décrets d'application. En fait, pour nous, ça a été, enfin, pour les acteurs du réemploi déjà existants, c'était un vrai pas en avant. Et je pense qu'il y a vraiment eu le souhait de se structurer pour, comme je le cite ici, pour protéger les filières. En fait, l'enjeu d'un syndicat, et c'est pas pour rien qu'on a vraiment décidé de monter cette forme d'association-là, c'est qu'il y a un réel, il y a un réel besoin et une réelle envie de s'intéresser aux filières, aux acteurs et de pérenniser et de protéger le réemploi par ce biais-là. Nos missions, si vous voulez bien passer, merci, à la slide d'après. En fait, on a 3 missions en tant que syndicat. La première, c'est tout d'abord de représenter les acteurs de la filière dans le débat public. Donc, via le syndicat, on va participer à la rédaction de normes, par exemple. On va aussi être très aux aguets de tous les changements à venir, de toutes les futures réglementations et de toutes les discussions à l'échelle française et européenne. Et du coup, nous, on va toujours travailler en anticipation de ce qui va arriver à plus grande échelle. Et du coup, on va s'intéresser aux sujets techniques et et communiquer aussi sur le réemploi dans le débat public. On va promouvoir le réemploi auprès des institutions et ainsi le protéger et protéger les filières. Notre deuxième mission, du coup, c'est de soutenir le développement des pratiques de réemploi en France et en Europe. Et pour ça, du coup, toutes nos premières missions d'intégration du débat public,
va vraiment nous permettre de prendre position, de faire remonter et de faire aussi descendre les besoins et les informations auprès des filières, auprès de nos adhérents, et d'avoir ainsi un jeu d'aller-retour entre toutes les échelles des filières et des institutions. Et pour finir, notre troisième mission, ça va vraiment être de fédérer et de mobiliser la filière professionnelle du réemploi dans le bâtiment. Et pour ça, donc, on a un événement annuel qui a lieu alors à chaque fois à des endroits différents et qui s'intéresse toujours au travail de nos adhérents. Et on va beaucoup favoriser le retour d'expérience. On va chercher toujours à faire participer les adhérents pour les mobiliser, à la fois pour mobiliser leur savoir, mais aussi pour faire monter en compétences et puis faire remonter, comme je disais tout à l'heure, les informations entre le terrain et les institutions. Pour vous présenter rapidement notre gouvernance, en fait, on a un directoire de 7 membres qui ont été élus donc, et qui changent tous les 2 ans. Et on a une coordinatrice qui est presque à temps plein. Et c'est vraiment ça, je pense, le secret de cette structuration de syndicats qui est certes encore jeune, mais qui, grâce à cette gouvernance-là, permet vraiment d'avancer et de mettre en place les moyens aux ambitions du syndicat. On a 3 pôles qui sont donc dirigés entre guillemets par les membres du directoire. On s'est réparti ces pôles-là. Donc il y a il y a le pôle observatoire et animation. Donc ça, c'est pour tout ce qui est plutôt la dernière mission que je vais vous présenter tout à l'heure. On a un pôle politique publique, donc qui va plus s'intéresser au plaidoyer et au débat public, et puis un pôle technique qui va vraiment faire les allers-retours entre toutes ces échelles d'acteurs avec lesquels on dialogue chaque jour. En fait, notre principal outil, je dirais, au sein du syndicat, c'est les groupes de travail. En fait, ce sont les groupes de travail qu'on qu'on met en place à l'échelle du directoire. En fait, suite à nos observations de terrain et auprès des institutions, on est parfois aussi interpellé sur des sujets techniques, réglementaires, par les politiques publiques. Et du coup, notre outil principal, ça va être le groupe de travail. Le but de ces groupes de travail, c'est vraiment sur des temps limités, de définir le positionnement du SPREC sur des sujets bien précis, donc de faire vraiment ce travail avec les adhérents. Et en général, ces groupes de travail ont pour finalité la production d'un outil, d'un communiqué ou d'une participation à un groupe de travail encore plus large à l'échelle française ou européenne. Pour finir, nos adhérents, alors en décembre, donc avant ces nouvelles adhésions de début 2025, on avait une cinquantaine d'adhérents, donc avec une partie qui est déterminée comme étant des membres actifs, donc dont la principale activité est liée au réemploi. Euh, ce qu'on peut observer au sein de nos adhérents aujourd'hui, c'est qu'il y a un tiers qui a comme activité principale une activité de conception et de conseil, donc en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et puis tout le reste de nos adhérents, ça va être des activités principales liées plutôt aux filières de collecte, au diagnostic PEMD et à tout ce qui est vente et plateformes numériques et physiques. On a un tiers de nos adhérents qui sont en statut d'association. Donc, grâce à ce statut, ils peuvent bénéficier d'aides qui sont particulières et qui sont dédiées et qui sont données par les institutions françaises et européennes. Euh, je dirais qu'en fait, nos adhérents qui ont comme activité principale une activité de plateforme, donc physique, numérique pardon, et collecte, en fait, elles soulignent toutes la nécessité d'avoir une multi-activité pour équilibrer le bilan économique de leur activité principale. En fait, c'est vraiment les activités de conseil aujourd'hui, de formation
qui permettent de contrebalancer ce déséquilibre qui est celui de la collecte, du reconditionnement et de la vente, ou tout simplement de la mise en relation entre les différents acteurs. En fait, la plupart de nos adhérents qui font ces activités principales de plateforme, de collecte, ils font appel aux subventions grâce notamment à leur statut d'association, mais ils bénéficient tous des aides des éco-organismes et pour nous, c'est vraiment une pérennisation d'une certaine forme de précarité parce qu'en fait, c'est toujours en faisant appel de manière annuelle à ces aides. Donc, en fait, on observe qu'il y a vraiment une dépendance économique aux aides qui ne permet pas pour les filières de se structurer et de pouvoir avoir une vision à long terme, je dirais, de leur équilibre économique. Alors, on observe aussi dans les aides qu'il y a beaucoup d'aides au lancement de plateformes, mais pour la pérennisation éventuellement de celle-ci, il y a beaucoup moins d'aides qui existent et du coup, là, les filières sont plus laissées à leur équilibre économique qu'elles doivent trouver en tant qu'acteurs économiques. Mais c'est vrai que ces aides sont beaucoup moins présentes au fur et à mesure lorsque, euh, lorsque, lorsque la plateforme est lancée. Je dirais aussi qu'au sein du SPREC, on a observé que la plupart de nos adhérents sont issus de l'économie sociale et solidaire. Et, euh, et en fait, on a du coup, c'est vrai, des acteurs qui sont aussi précaires de ce point de vue-là, notamment parce que, alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on fait remonter aussi, c'est qu'en fait, les baux précaires auxquels ces acteurs de l'ESS bénéficient, et en fait, sans ça, ces baux précaires, enfin, sans ces baux précaires, les acteurs ne s'en sortiraient pas et n'auraient pas accès à un foncier, à des locaux disponibles à des charges réduites. Et donc, ces charges réduites permettent vraiment à nos adhérents, à ces acteurs de l'ESS, de s'en sortir une fois la plateforme lancée. Mais malgré tout, ces baux précaires ont souvent une date très limitée dans le temps. Ce sont des baux d'environ 3 à 5 ans. Et en fait, ce que j'ai pu observer moi aussi dans ma pratique en tant qu'architecte, c'est qu'en fait, on a des acteurs qui doivent, du coup, tous les 3 à 5 ans, retrouver des locaux, faire aussi un travail de politique locale pour pouvoir bénéficier de nouveaux baux précaires et réaménager des locaux et re-rentrer dans cette boucle-là de temporalité toujours très restreinte. Donc, euh, donc, on peut aussi se questionner sur cet équilibre économique-là et cet équilibre de nos politiques publiques aussi qui aident, mais qui aussi, je pense, pérennisent une certaine forme de précarisation des structures. Et pour finir, donc, on est en train de lancer au sein du SPREC un groupe de travail sur l'AREP PMCB qui va vraiment être dédié à l'équilibre économique et au lien qu'il y a entre les éco-organismes et les adhérents. Et on a vraiment pour vocation à observer les aides, notamment les aides Eurotonnes, dont bénéficient les adhérents via les éco-organismes, et d'avoir un premier retour d'expérience sur voilà, cette mise en place de la REP. Qu'est-ce qu'aujourd'hui elle a permis auprès de nos adhérents et éventuellement comment faire évoluer comment rendre plus juste aussi ces aides à l'Euroton. Merci beaucoup Clémence pour cette participation et ces retours d'expérience. Merci. Si vous avez des questions pour Clémence, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et maintenant, on va passer à la présentation de l'étude de l'IFPEM, qui est vraiment sur l'équation économique du réemploi de matériaux de construction. Et donc, je laisse la parole à Julie Obadia. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. L'idée du coup aujourd'hui, en effet, c'est de vous présenter l'étude qui a été menée par l'IFPEB en collaboration avec le Booster du réemploi, avec Cycle Up et Alliance Économie sur finalement essayer d'étudier un petit peu l'équation économique du réemploi et notamment
par rapport au prix du neuf dans la construction. On peut passer peut-être à la slide suivante. Les différents objectifs de l'étude et les questions auxquelles on a tenté de répondre dans cette étude, c'est les objectifs que vous voyez ci-dessous. Donc, l'idée, c'est comment chiffrer les réemplois. Est-ce qu'on arrive à en sortir des ordres de grandeur? Est-ce qu'on arrive à identifier des leviers pour maîtriser, voire baisser les coûts? Essayer de comprendre aussi les différences entre le prix de neuf et le prix du réemploi, avec deux scénarios pour le réemploi, mais ça, on en parlera juste après. Comprendre aussi le jeu d'acteurs, finalement, qui paye quoi, à quelle étape dans un projet. Ensuite, cartographier un petit peu les dispositifs actuels de soutien. Clémence en a parlé un petit peu précédemment, mais du coup, voilà, regarder un petit peu les dispositifs de soutien, notamment financiers, et l'efficacité qu'on constate. Et puis, identifier les leviers pour accélérer la pratique du réemploi, donc des leviers un peu plus prospectifs. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur les premiers points que j'ai cités, donc sur le chiffrage et la différence entre le prix du neuf et le réemploi. On peut passer à la suite. Et donc, en termes de méthodologie qui a été employée, l'idée, c'est qu'on est sur sur les coûts du réemploi. On s'est appuyé sur le retour d'expérience et sur les travaux sur les travaux déjà réalisés dans le cadre des accompagnements de Cycle Up, que ce soit via leurs accompagnements, mais aussi via leur plateforme, évidemment. Donc, sur 3 ans de données récoltées dans le cadre de leur activité. Sur le chiffrage du neuf, on a travaillé donc, avec Alliance Économie, qui est un économiste de la construction. Et puis, un point à noter aussi, c'est que les coûts que vous allez voir affichés ont été considérés aux bornes du maître d'ouvrage. C'est-à-dire, c'est le coût estimé qu'un maître d'ouvrage va constater au moment de ses opérations. Donc, ça comprend les différentes marges, on va dire, successives, que ce soit fournisseurs, entreprises, etc. Donc, voilà, c'est un élément à prendre en compte à la lecture des différents chiffres que vous pouvez voir dans cette étude. Et puis, en termes de scénarios retenus, donc on a pris des scénarios de réemploi, on va dire direct et indirect. Direct, c'est de chantier à chantier, et puis indirect, c'était finalement via un tir de reconditionnement. Donc, ce que vous pouvez voir le scénario décrit en dessous. On a intégré les coûts des différents transports au fur et à mesure du coup d'une opération de réemploi. Donc, à la fois depuis après la dépose et puis le transport aussi à la fois pour la remise en œuvre. Et éventuellement, un petit peu de stockage entre les deux, si ça peut être nécessaire parfois en termes de temporalité de projet. On peut passer à la suite. On vous a remis juste ici, c'est simplement les liens cliquables de l'étude que vous retrouvez sur le site de l'IFPEB également. Et vous les aurez voilà, directement ici. Donc, vous avez les présentations, les replays et puis toutes les annexes aussi, toutes les annexes de l'étude. Et on va faire un focus sur une des annexes, sur la slide suivante, qui est notamment la calculette du coût réemploi versus neuf, qui est, on va dire, un peu le livrable qui était un peu attendu dans cette étude. L'idée, c'est que vous avez un espèce de master tableau Excel, mais vous allez vous intéresser à un onglet qui s'appelle graphe par matériau, et qui permet en fait de sélectionner un des produits qui fait partie de l'étude. Je ne l'ai pas rappelé, mais il y a 21 produits qui ont été étudiés dans cette étude. Et ça vous permet en fait de sélectionner donc le produit concerné et d'avoir directement la comparaison des différents scénarios avec la décomposition des coûts. Donc voilà, ça s'affiche directement. Là ici par exemple, on a pris l'exemple de la brique pleine, mais vous avez voilà tous les matériaux qui sont répertoriés ici et ça vous permet d'avoir la décomposition des coûts rappelés dans le graphique et puis également dans le tableau juste au-dessus. On peut passer à la suite. J'ai sélectionné du coup quelques messages clés qui me paraissaient les plus importants et les plus pertinents à vous partager. Le premier, c'est que le réemploi, on va le voir par la suite, permet de décorréler le prix des matériaux
par rapport au coût des matières premières, puisque dans le réemploi, on n'achète pas de matières premières, on achète, entre guillemets, majoritairement de la main-d'œuvre. Ce qui va faire écho au message 2, qui est en moyenne, on a identifié que 40% du matériau était lié plutôt à des phases de reconditionnement. Le troisième message, c'est que la maîtrise du coût de stockage, c'est vraiment un facteur essentiel à la maîtrise du coût du réemploi, et que anticiper la demande également était un facteur très important. Et puis, le dernier point aussi, c'est de regarder aussi en termes de gamme de produits. On se rend compte que, évidemment, on va le voir par la suite, mais plus un matériau initialement est haut de gamme, et finalement, plus il va avoir un intérêt financier en réemploi, puisqu'on n'achète pas la matière première. Et puis, on a rappelé ici les différents soutiens financiers qui peuvent être mobilisés, mais ce n'est pas l'objet principal de la présentation. On peut passer du coup à la suite. Donc les deux premiers messages que j'ai remis sur le même slide ici, qui sont: le réemploi permet de décorréler le prix des matériaux du coût des matières premières, et qu'en moyenne 40% du coût du réemploi est lié au reconditionnement. On le voit sur les deux graphiques. On a finalement décomposé le coût, on va dire le coût d'un produit neuf et jusqu'à sa mise en œuvre, et le coût d'un produit de réemploi. Et on se rend compte qu'en fait, mis bout à bout, en moyenne, on a 60% du coût du neuf qui est lié à l'achat des matériaux. C'est ce que vous voyez, la partie achat à gauche. Et puis finalement, à droite, quand on prend de la dépose jusqu'au transport stockage, on se rend compte qu'on a plutôt en moyenne 60% du coût du réemploi qui est lié, on va dire, à de la main-d'œuvre ou à de l'ingénierie, donc qui est lié à une part humaine, on va dire. Et donc, cette part-là, plus on va monter en compétence sur le sujet du réemploi, et plus on va, entre guillemets, industrialiser cette pratique, plus on arrivera à faire réduire ces coûts. C'est des coûts sur lesquels on va être en capacité d'avoir une influence, alors que sur l'achat des matières premières, on est soumis à des fluctuations qu'on ne maîtrise pas. Et donc, là-dessus, on va avoir plus de mal à on va dire, avoir un levier d'action. Et donc ça, finalement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, c'est un ordre de grandeur qu'on n'avait pas en tête jusqu'à maintenant, et qui est important voilà, de garder. Et dans ces 60% de coûts, on va dire, de main-d'œuvre et d'ingénierie, on a 38% qui est lié donc à la préparation, requalification, sur lesquels il y a un vrai enjeu d'industrialisation, et qui nous permettrait par la suite de faire baisser les coûts. On peut passer à la suite. Sur le volet coût de stockage et anticipation de la demande, finalement, sur les données qui ont été extraites des travails de CycleUp, on s'est rendu compte que finalement, en moyenne, sur les projets qui ont fonctionné, sur lesquels on a pu faire du réemploi, on a observé une limite maximum de 6 mois de stockage. C'est-à-dire que finalement, sur les projets peut-être où on a été au-delà, c'est des projets sur lesquels le réemploi ne s'est pas réalisé. Et donc, ça nous montre vraiment que la rotation des matériaux, c'est un point essentiel dans l'équation économique du réemploi, et que la matière a besoin de circuler et pas forcément de rester, on va dire, un an ou 2 ans dans des sous-sols en attendant d'être mis en œuvre en réemploi in situ, par exemple. Sachant que bon, il y a le volet économique, et puis il y a aussi le volet intégrité des matériaux qui ne restent pas forcément toujours en bon état quand on les a stockés trop longtemps, ce qui du coup par la suite permet pas forcément de faire du réemploi. Et puis en termes d'anticipation de la demande, pareil, pour maîtriser finalement la durée du stockage, il y a un vrai enjeu à bien connaître son planning sur le sujet du réemploi. Et c'était, alors on a parlé de la plateforme Looping ici, mais qu'on a développé dans le cadre du booster du réemploi, mais qui vise à exprimer la demande en matériaux de réemploi. Le but, c'est vraiment de mettre en visibilité les besoins en matériaux pour anticiper le mieux possible le stockage et ses coûts de stockage surtout. Et donc, en résumé, 6 mois de stockage maximum, et en moyenne aussi, ce qui a pu être observé, c'était 110 km de distance parcourue. Après, voilà, c'est toujours des données à prendre entre guillemets avec des pincettes. C'est issu donc des données de l'activité de CycleUp. Donc voilà, c'est toujours à considérer en fonction du projet, mais ça permet de donner un ordre de grandeur sur ces sujets-là. On peut passer voilà, à la suite. Sur la gamme de produits, comme on le disait tout à l'heure, finalement, en fonction de la gamme du produit, plus on va avoir un produit
qui initialement est un produit plutôt haut de gamme, plus finalement on va avoir un intérêt à faire du réemploi puisqu'on ne vient pas acheter la matière première. Et donc là, on a pris les données, c'est les données moyennes sur l'ensemble des 21 familles étudiées. Et donc, on peut observer, quand on prend le scénario neuf haut de gamme, que le réemploi sera toujours plus intéressant, en tout cas en moyenne. Après, évidemment, il y a du cas par cas, mais ça nous permet, voilà, de se dire aussi, forcément, quand on travaille à la base avec des matériaux qui sont plutôt bas de gamme ou moyenne gamme, le réemploi, pour l'instant, sera pas finalement, ce sera pas une option compétitive économiquement, bien sûr. Mais plus on va aller monter en gamme, voilà, c'est assez logiquement, on sait que sur le réemploi, on va pouvoir avoir des économies financières. On peut passer à la suite. Et là, je vous ai remis juste quelques exemples, par exemple sur les cuvettes WC ou sur le parquet massif, qui permettent d'illustrer ce que je viens de citer précédemment. C'est pas forcément le cas sur tous les produits. Donc voilà, c'est à nouveau, précédemment, c'était une moyenne, et puis là, on l'observe sur ces deux produits-là. Mais voilà, donc c'est des choses que vous pouvez aller regarder plus en détail directement dans les livrables, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions sur comment certains éléments ont été calculés ou autres, voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter vos questions. Après, j'ai juste mis en annexe des éléments, c'est plus à titre indicatif sur les hypothèses de travail, donc je vous laisserai les regarder. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation. En tout cas, comme précisé, n'hésitez pas à poser vos questions et l'ensemble des livrables sont disponibles sur le site de l'IFEB et dans cette présentation qui sera disponible aussi sur le site de l'INEC et le replay également. Maintenant, je vais laisser Patrick Bernard nous faire des focus un petit peu sur les bilans du projet Life Ways to Build et sur quelques opérations qui sont présentes dans ce projet-là. À Merci, toi, Lionel. Patrick. Donc, je suis Patrick Bernard, je travaille au sein de l'association Cinétique. C'est une association loi 1901 qui travaille sur l'achat responsable et l'économie circulaire depuis une quinzaine d'années. Depuis 5 ans dans le secteur du BTP. On porte aussi également le réseau RESOC, le réseau régional des achats responsables. Et on accompagne notamment la massification du réemploi et de l'économie circulaire plus largement sur Toulouse Métropole et sur l'Occitanie. Je vais vous dire quelques mots d'abord sur le projet européen, rapidement. Yona, tu en as parlé. Bon, pour rappel, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de webinaires, mais en quelques mots, donc c'est un projet qui court jusqu'en mars 2026, qui a démarré en 2021 et qui est coordonné par Toulouse Métropole. Côté Cinétique, nous, on est sur la massification des chantiers et la signature notamment de la charte territoriale et la modélisation juridique et économique de la démarche pour aller vers une massification. On s'appuie également, vous reconnaîtrez certains acteurs comme le CSTB qui nous aide sur la qualification des matériaux, notamment les entreprises qui sont mobilisées avec la Fédération française du bâtiment, les modèles économiques sont travaillés également avec une école de commerce, donc TBS Éducation, et Envirobat Occitanie, voilà les centres de ressources qu'on ne présente plus évidemment, qui sont un acteur clé du sujet. Et enfin l'INEC, que vous connaissez bien pour le rayonnement et la diffusion. Donc, je vais détailler rapidement ce qu'on fait dans ce projet Ways to Build. C'est la pardon, vous m'entendez bien? J'ai été désactivé mon micro. Du coup, c'est la slide un peu complexe puisque vous voyez un peu les actions pilotées par Cinétique côté à gauche et Toulouse Métropole côté droit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que côté Cinétique, nous, on est en référence de l'expérimentation et de la modélisation. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour modéliser un peu les équations économiques à partir de retours d'expérience, en complément de ce qui a été évoqué par les partenaires. Je zoomerai notamment tout à l'heure sur les chantiers émetteurs. Quelles équations économiques sur les chantiers émetteurs, c'est-à-dire ceux qui proposent des matériaux et qui n'en reçoivent pas forcément. Et on a modélisé également tout un volet sur un kit marché public de modélisation juridique. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de Toulouse Métropole avec tous les livrables et toutes les productions. Et à structurer également la démarche territoriale avec la charte dont je vous ai parlé, économie circulaire, qui engage les maîtres d'ouvrage sur le territoire. On a une vocation un peu spécifique donc sur ce périmètre métropolitain et un peu plus largement occitan, c'est de structurer un guichet territorial à l'échelle régionale. Donc c'est une démarche un peu innovante avec vraiment une mission de facilitateur économie circulaire qui se positionne en supra-AMO en fait, des différents chantiers et des bureaux d'études qui travaillent dans les équipes de maîtrise d'œuvre
Et donc, cette mission de service public autour aussi d'une plateforme numérique, vous voyez sur la droite, qui est financée par Toulouse Métropole, la plateforme Waste to Build, une plateforme gratuite qui permet de faire du matching sur les matériaux. Et enfin, Toulouse Métropole communique et évalue le dispositif et nous aide sur le financement de l'ensemble des outils. On s'appuie sur quoi pour vous raconter un petit peu ce qu'on a retenu sur les équations économiques? On s'appuie sur le suivi de chantier, puisqu'on a 75 chantiers engagés. Donc, c'est quand même une démarche assez massifiée avec de tout, c'est-à-dire du tertiaire, du logement, de l'industriel, de l'aménagement urbain, en quartier prioritaire, en zone plus rurale. On a vraiment une diversité de projets qui vont de 50 000 € à plus de 100 millions d'euros. Donc, vraiment une très, très grande diversité de projets de XS à XL, avec des chantiers de toutes sortes, de la rénovation, de la restructuration lourde, du neuf, enfin voilà, vraiment tout type de projet. Et on vise 2 grands objectifs: recycler la matière, donc on parlera moins de déchets aujourd'hui, mais recycler la matière à hauteur de 85%, sachant que la réglementation est de 70%. Et objectif très ambitieux, d'intégrer 5% de matériaux de réemploi sur les projets neufs, ou en tout cas qui intègrent des matériaux en valeur financière des fournitures. Voilà, donc c'est les 2 grands objectifs du projet sur lesquels on s'appuie et on essaie de respecter ces objectifs dans une logique évidemment de pérennité aussi économique. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Voilà, vous avez la liste, là je vous laisserai le regarder. Vous avez la liste des projets sur lesquels on intervient en 2025. Je vous laisserai tranquillement regarder un peu la liste de l'ensemble des projets. C'est bon, super. Donc, nous, j'ai voulu centrer un peu sur les chantiers émetteurs, puisqu'on a beaucoup parlé, c'est logique, des chantiers récepteurs, comparer le prix du neuf avec le réemploi. Et donc, c'était très intéressant de voir l'étude qui a été menée sur la décomposition en fait, des coûts, qui sont très différents, la structure de coûts qui peut être tout la même en neuf et en réemploi. Ce qui nous a intéressé aussi, c'est de mobiliser sur près de la moitié de nos chantiers, on est sur de la déconstruction sélective. Et c'est-à-dire comment on peut arriver à faire des modèles économiques sur les chantiers émetteurs, puisque c'est là que se porte le coût de la dépose sélective. Donc, on a essayé de lister les cas de figure pour voir qu'est-ce qui pouvait être rentable, viable, à étudier, ou au contraire, par nature, plutôt déficitaire dans le modèle économique. Donc, je vais mettre à part le premier scénario qui est le recyclage, puisqu'il n'y a pas de réemploi. Donc, je le citerai moins, évidemment. Et là, dans le recyclage, on va avoir le coût de traitement des déchets. Alors, au moins le coût de transport si on est pris en charge dans le cadre de la REP. Mais dans tous les cas, on va avoir un coût de traitement des déchets et de curage du bâtiment, même s'il n'y a pas de dépose sélective qui est faite. Donc, on sera forcément sur un bilan négatif autour des ressources, puisqu'il n'y aura pas de ressources et uniquement des déchets. Ensuite, on va voir le modèle économique du don après dépose. Donc, ça veut dire qu'il y a une entreprise qui vient déposer et puis on donne à des structures qui peuvent être de l'ESS ou pas, ou d'autres partenaires, d'autres projets. Donc, avec toute une réglementation, vous retrouverez de la littérature, parce qu'Avocat notamment a fait un peu de littérature sur qu'est-ce qu'on a le droit de donner en fonction de qui on est, de la nature juridique. Mais là, on va se retrouver forcément sur un schéma très souvent déficitaire, puisque du coup, on va économiser certes le recyclage des déchets, puisqu'on donne ces ressources-là, mais à contrario, on va devoir payer le coût de la dépose. Et on n'aura pas de contrepartie nette par rapport à ce coût de dépose. Donc, nous, on observe un schéma souvent déficitaire de ce type de projet, qui reste malgré tout un scénario très fréquent. Il n'est pas forcément à éviter, mais il est à étudier sur quels sont les coûts économiques et quelle est la perte. Donc, tout va dépendre évidemment du coût de la dépose, de la complexité de la dépose. Si c'est la dépose simple par rapport à du recyclage, ça ne change pas grand-chose. Il faut simplement mettre sur une palette dédiée dans un coin. Ça ne va pas changer énormément le coût de dépose. Donc, on sera sur un coût relativement faible, déficitaire. Par contre, si on a un coût de dépose élevé avec une technicité spécifique, et si je dois déposer proprement des menuiseries, évidemment, on va se retrouver avec un modèle économique largement déficitaire. On a ensuite des scénarios qui sont toujours viables par nature, puisque dans l'équation, il n'y a qu'une somme positive. Donc, on ne va pas pouvoir perdre d'argent. C'est notamment le don avant dépose. Donc, ça, on l'a pu l'expérimenter, c'est-à-dire qu'on donne en pied d'immeuble, c'est-à-dire on donne sur site. Directement, l'entreprise ou la structure vient déposer, il faut qu'on ait bien toutes les garanties assurantielles, vient déposer les matériaux sur le site avant même le curage du bâtiment et sa démolition. Le don est effectué avant dépose.
Donc là, sur ce principe-là, on évite le traitement des déchets, tout simplement. Et il n'y a aucun autre paramètre économique dans l'équation. Donc par nature, on sera toujours viable. On monte un peu en gamme puisque malgré tout, les numéros, on augmente. Pourquoi? Parce qu'on est sur des modèles économiques plus marchands. De la vente après dépose. Donc ça, c'est un cas aussi assez classique. Donc on va vendre le matériau, il a été déposé, on va éviter le traitement des déchets. Par contre, on paiera le coût de la dépose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on étudie très fréquemment sur ne sont qu'un chantier. On compare qu'est-ce que va donner une vente après dépose, que ce soit par l'entreprise qui effectue la dépose ou pas, et le comparer au prix de vente final. Donc, dans le prix de vente, j'intègre les éléments qui ont été présentés préalablement, c'est-à-dire prix de vente, ça comprend évidemment tout ce gros coût de 40% qui a été évoqué de reconditionnement. Donc, c'est le prix de vente final. Donc, voilà, c'est bien pour préciser. Ensuite, on va retrouver un autre modèle économique qui est par nature toujours viable, mais qui est assez peu fréquent, qui est plus difficile à mettre en œuvre parce qui n'intéresse pas beaucoup d'acteurs. De l'autre côté de la filière, qui a été évoqué en tout début de webinaire, c'est la vente avant dépose. C'est-à-dire, sur quelques matériaux pépites, ça nous est arrivé. C'est-à-dire, on a vraiment un matériau très qualitatif. Il y a des entreprises qui vont venir l'acheter et qui vont également réaliser la dépose du matériau qui sera déduit du coût de la vente, mais du coup, il y aura une vente et un traitement de déchets évité. Donc là, on est forcément sur un modèle économique rentable, par définition, puisqu'on évite un coût et on produit une vente. Donc là, ça, c'est plutôt réservé, comme je disais, à des matériaux plutôt qualitatifs, voire très qualitatifs. Donc, c'est un peu moins fréquent sur les chantiers qu'on accompagne. Et enfin, on arrive sur… je fais le lien avec les chantiers récepteurs sur le scénario 5, puisque là, c'est la maîtrise d'ouvrage qui va réemployer en interne le matériau qu'il a sur son chantier émetteur. Donc, on est sur un site existant. On a repéré des portes, des chemins de câbles, différentes ressources qui vont être réemployées en interne, soit sur site, soit hors site par le maître d'ouvrage en question. On analyse, nous, quand même, un modèle économique très souvent rentable, parce que déjà, on sélectionne ceux qui sont rentables d'une part, mais d'autre part, parce que le fait que ce soit le même maître d'ouvrage qui réalise le réemploi en interne, on va forcément accélérer le modèle économique et il n'y aura pas de vente qui sera effectuée entre les parties prenantes. Donc, il y aura toute cette économie de ressources initiales. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. On a travaillé sur des radiateurs, des menuiseries, différents projets. On a pu démontrer, on a pu démontrer la rentabilité très fréquente de ce modèle-là. C'est d'ailleurs pour nous un peu on va dire le Graal entre guillemets, puisqu'on est sur un réemploi très souvent in situ de la ressource. Donc, sur un plan environnemental aussi également, on va être sur une optimisation quand même assez forte. Et assez simple sur les transferts de propriété, puisque du coup, la ressource va rester propriété de la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est pour évoquer que déposer sélectivement des matériaux, ça ne coûte pas forcément plus cher. Vous avez vu, donc il y a des modèles à étudier, des modèles qui sont déficitaires, notamment le modèle 1 qui est très souvent déficitaire. Donc, c'est celui-là qui fait souvent penser à des surcoûts de dépose parce qu'on se dit on dépose proprement puis on va finir par donner les matériaux. Il n'y a pas que ce modèle-là. Donc, avant de réfléchir dépose sélective égale surcoût, il sera très important de bien analyser l'équation dans laquelle vous vous situez. Et nous, notre but, ça va être à chaque fois d'upgrader en fait, les boucles économiques et d'être sur une boucle qui se rapproche de la boucle 5 ou des boucles en tout cas qui sont dites rentables, boucles de 4 qui peuvent être rentables. Et donc, je vais vous présenter quelques illustrations de boucles qui ont pu être réalisées. Donc, on a travaillé notamment par exemple sur du bac acier, donc en toiture, où on était sur un scénario recyclage, donc sur le scénario 0 que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, on prend ce bac acier. Alors, c'est revalorisé un peu financièrement. C'est pour ça que dans la boucle 0, tout à l'heure, j'ai évoqué le traitement des déchets, mais ça peut être aussi des légers gains économiques de revente métal. Il y a des plus ou des moins. Et on est passé sur un scénario réemploi. Donc, ça veut dire qu'on a récupéré en fait ce bac acier, on l'a conditionné, palettisé et il a pu repartir dans d'autres vies. Donc, il a été utilisé à 80%. Il y a eu un tri qui a été fait. Il a été utilisé soit directement en bac acier, donc la même utilisation par le maître d'ouvrage. Donc, vous voyez le petit schéma à droite, c'est la région qui a réemployé elle-même ce bac acier, notamment parce qu'il y avait un épisode de grêle sur 2 lycées. Donc là, on est sur le scénario 5, si vous me suivez, c'est-à-dire réemploi en interne par la maîtrise d'ouvrage.
Ou alors, on a pu également, en détournement d'usage, le réutiliser en clôture de chantier, ce que vous voyez sur la photo. Et donc là, il y a eu une vente qui a été réalisée après dépose. Et donc, on était sur 2 scénarios économiques qui étaient viables, puisqu'on allait… je peux passer à la suivante. Hop, merci. Puisque du coup, on est passé de 80 centimes du mètre carré, la valeur revente métal, qui est souvent un obstacle. On nous dit oui, mais ça ne sert à rien qu'on réemploie, on récupère de l'argent lorsqu'on le redonne au recyclage. Oui, ça reste quand même très loin de la valeur de la fourniture réalisée. Donc là, sur ça, il y a un préjugé qui est souvent à déconstruire sur ces matériaux-là. On est passé de 80 centimes donc, du mètre carré à une revente à 6 € du mètre carré. Donc vous voyez la multiplication importante qui a pu être faite par 8. Et malgré tout, un coût d'acquisition qui était 2 à 3 fois moins cher qu'une valeur à neuf, selon si on parle de la clôture chantier ou si on parle du bac acier. Donc, dans tous les cas, on voit qu'entre l'économie linéaire et l'économie circulaire, on a un schéma microéconomique rentable pour tous les acteurs, à la fois pour le maître d'ouvrage qui dépose, pour l'entreprise qui va avoir des prestations supplémentaires en dépose soigné, pour les acquéreurs, en ayant basculé d'un schéma de recyclage à un schéma de réemploi sur un chantier qui était émetteur. Un autre exemple, des cloisons amovibles. Donc, on a travaillé sur un bâtiment tertiaire avec près de 1000 m² de cloisons démontables qui, au départ, étaient vouées à la benne. On a travaillé avec le repreneur donc, sur cette rénovation lourde, sur restructuration lourde, pour réutiliser, réemployer ces cloisons, les remettre, les reconditionner et les remettre dans le nouveau projet. Donc forcément, nouvel agencement, nouveau découpage des espaces. Donc forcément, il y a eu tout un travail de conduit. Et on a travaillé sur le modèle économique de cette boucle. Et on a pu démontrer également qu'il était rentable de passer d'un modèle de recyclage, on était toujours sur un schéma de réemploi en interne par la maîtrise d'ouvrage, à directement une intégration. Donc vous voyez là quelques éléments économiques. Alors il y a tous les autres éléments du programme, mais on a quand même un gain total de 52 000 €. On a évité 100 000 € d'achat pour 30 000 € de dépose de la cloison pleine et vitrée, donc qui comprend également son reconditionnement. Il y a une petite partie de cloison de frais de stockage, ça a été évoqué, de 1 800 € avec des durées de stockage qui étaient quand même bien inférieures à 6 mois du coup, aussi qui ne sont pas venus trop gréver le modèle économique. Et on a eu au final un modèle économique largement rentable pour la maîtrise d'ouvrage. Vous retrouverez l'ensemble des bilans, comme je le disais, sur le site de la Toulouse Métropole, puisque là, je vous ai présenté le bilan 1 et le bilan 11. Mais sur chaque bilan, vous avez des exemples de boucles économiques. Et nous, on travaille sur ces boucles économiques gagnantes. On veut faire la démonstration que le rang pour employer, ça ne coûte pas forcément plus cher, à condition de bien surveiller l'équation économique initiale et de bien essayer d'en maîtriser les paramètres. Donc, on travaille aussi parfois sur prototypes, sur tests, sur essais, pour vérifier l'équation économique qui est… avec l'équation technique et assurantielle, qui sont les 2 paramètres qu'on vérifie avant de valider complètement une boucle. Donc, ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que ce n'est pas forcément plus cher de réemployer que de recycler. La preuve en est, je vous ai fait quelques petits exemples. Que d'utiliser de nouvelles ressources, ça a été dit par mon prédécesseur également. Et sans compter que s'ajoute à tout ça tous les gains que vous allez faire sur un plan environnemental et un plan social. Donc, économiser du CO2, économiser de l'emploi local, déployer de l'emploi local. Donc, je pense qu'il faut défaire ce préjugé et on va travailler tous ensemble à essayer de démontrer ces modèles économiques à force de preuves, force à l'appui, en démultipliant les exemples. On pense que c'est le bon levier pour venir rassurer différentes parties prenantes, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise de travaux, bureau de contrôle et ensemble des paramètres. Pour répondre à la question, j'en profite, il y en a en direct qui est posée par Sabine sur le sujet assurantiel. Est-ce qu'il y a un risque plus élevé si le réemploi est en interne par la maîtrise d'ouvrage? Pas forcément. Il peut même être minimisé si c'est la même entreprise qui dépose et qui repose. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a mis en place sur certaines opérations, sur des matériaux sensibles. Lorsque vous avez des matériaux plus sensibles sur un sujet assurantiel, c'est sûr que si vous remployez des chemins de câble, il n'y a pas de stress. Si vous remployez des équipements actifs sur lesquels les sujets assurantiels sont quand même prégnants, je ne sais pas si vous employez un climatiseur, là, dans ces cas-là, on va faire déposer par une société de climatisation CVC qui va venir déposer et c'est elle qui va reposer. Donc, on va faire des lots de dépose-repose spécifiques sur ces matériaux dits sensibles. Donc, au contraire, ça va être beaucoup plus simple.
Et on a de nombreux exemples de maîtrise d'ouvrage public, parce que le premier exemple que je vous ai donné, c'est un exemple sur la région Occitanie. Et enfin, vous avez également, on a de nombreux exemples auprès des bailleurs sociaux, des communes, des intercommunalités. Donc, nous, sur nos 75 opérations, on a majoritairement des opérations de maîtrise d'ouvrage public. Voilà. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation. Et derrière, d'ailleurs, comme petite précision, si vous avez des sujets assurantiels, n'hésitez pas à aller voir le replay du webinaire qu'on a fait l'année dernière avec justement la collègue de Patrick aussi, avec des retours d'expérience un petit peu sur comment on réussit à organiser tous les enjeux assurantiels pour garantir un réemploi sécurisé sur différents chantiers. Donc, des ressources disponibles. Patrick, on avait une autre question aussi qui concernait le schéma, tu sais, où tu présentes les différents modèles économiques du réemploi et qui demandait si le fait qu'on soit en train de développer la reprise sans frais dans le cadre de la REP PMCB, ça remet un petit peu en cause ces modèles économiques-là. Alors pour l'instant, c'est vrai que la reprise gratuite PMCB, tu peux revenir là-dessus. La reprise gratuite PMCB n'est pas totalement opérante. Je pense que tout le monde peut le constater, même si il y a des progrès qui sont faits ça et là. De toute façon, il restera à minima toujours le transport. Le transport n'est pas pris en charge dans la reprise gratuite PMCB, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, le traitement des déchets en tant que tel va être pris en charge, mais pas le transport. Donc, sur le scénario 0, on aura toujours ce coût transport à minima qui viendra gréver. Pour certains matériaux, comme je disais, on va revendre, il y aura un léger gain si on revend du métal. Donc, à la place de recyclage déchets évités, on aura transport de déchets évités, tout simplement. Lorsque la REP sera totalement effective, ce qui ne vient pas du tout perturber les choses, c'est juste les montants en fait, qui vont diminuer. Par exemple, si je prends le don avant dépose, on évitera toujours le transport de ces déchets-là. Et donc, on aura euro égale transport déchets évités. C'est simplement là où ça va venir modifier l'analyse, c'est sur la vente, notamment après dépose, puisqu'on est vraiment sur une étude systématique où là, on aura prix de vente plus transport déchets évités moins coût de dépose, et donc une équation économique qui peut basculer en fonction de la ressource, notamment lorsqu'on est sur la benne de DIB. Voilà, donc à partir du moment où il y aura un tri qui va être effectué de manière systématique sur les chantiers, en sachant qu'il ne faut pas oublier que la reprise gratuite des PMCB n'est valable que dans des bennes parfaitement triées, bien triées, parfaitement triées, parce qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Donc, il y a deux choses. Il y a l'effectivité de la REP, c'est-à-dire que la REP fonctionne, ce qui est en train de se faire progressivement, et il y a le fait que les bennes qui sortent des chantiers soient conformes à la reprise gratuite. Et enfin, il y a le transport. Voilà, il y a 3 paramètres. Donc, ce n'est pas aussi systématique de penser que la reprise gratuite PMCB va venir complètement perturber les équations. Il vient modifier les équations à certaines équations. Mais il faut prendre en compte aussi les 2 autres paramètres. Voilà. Merci Patrick pour cette réponse. J'ai l'impression qu'on a répondu à pas mal de questions. Alors je pense qu'on a une question pour Julie. Sur la pyramide inversée présentée, donc oui, là c'est par rapport au schéma qu'on vient de voir. On a bien vu l'impact rentable ou non pour la maîtrise d'ouvrage, mais qu'en étant de l'impact pour les acteurs du réemploi, prenant en charge ces matériaux pour une gestion en vue d'une remise en œuvre, qui, comme nous l'avons vu dans l'étude IFPEB, ont aussi un coût. Avez-vous pris en compte cette rentabilité pour les acteurs du réemploi? Alors, je pense que c'est un peu une question pour vous deux. Ouais. Moi, tu peux remettre le schéma et puis je peux laisser peut-être Clémence, peut-être si elle veut, ou je répondrai. Enfin, je peux partager la parole. Je ne sais pas, Clément, Julie, vous voulez apporter une réponse sur ce point-là? Ce que je peux vous dire en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que dans les schémas économiques qu'on a travaillés, à chaque fois, on a toujours veillé à ce que les acteurs du réemploi soient justement rémunérés et soient partants pour la mise en œuvre de ces démarches. De toute façon, si on n'a pas d'acteurs pour le faire, ça reste par moment des marchés publics, parfois des marchés privés, parfois des marchés de gré à gré. Mais dans tous les cas, il faut trouver des acteurs motivés qui lèvent la main en disant je suis prêt pour le faire. Si on ne trouve pas d'acteurs pour le faire, ça veut dire qu'on est sur un modèle économique qui n'est pas rentable pour eux.
Donc, c'est mis à disposition de tous, ces informations-là. Et c'est pour ça aussi vous voyez cette pyramide qui n'est pas colorée de manière progressive, puisque nous, on vise un modèle économique marchand pour que les ressources aient une valeur. Et on pense que pour que les acteurs de terrain économique, les acteurs de filière s'y retrouvent, il faut que c'est une réelle valeur marchande, c'est-à-dire une valeur marchande des prestations et une valeur marchande des ressources. C'est pour ça que les modèles économiques de dons, à long terme, sont des modèles économiques qui demeurent précaires. Et les modèles économiques, on a notamment le réemploi en interne par la maîtrise d'ouvrage que j'évoque en 5, mais ça permet d'avoir un coût d'acquisition et payer le reconditionnement, payer le coût de la dépose. Donc, à chaque fois que vous voyez moins de coût de dépose reconditionnement, c'est donc les schémas 5 et 3 où vous avez vraiment ce coût de dépose qui est pris en charge par le maître d'ouvrage et donc qui doit être évalué à sa juste valeur. Voilà ce que je pouvais en dire. Clémence, peut-être vous vouliez réagir sur cet aspect-là. C'est vrai qu'en fait, nous, ce qui ressort de la part des adhérents, c'est que on est vraiment sur un déficit qui est généralisé. Là, c'est vrai que je pense que les choses prises au cas par cas peuvent faire apparaître des bilans économiques et des équilibres éventuels à trouver. Nous, en tout cas, ce qui ressort, et je trouve très intéressant ce webinaire, et éventuellement, on peut ramener de l'eau à nos moulins dans les groupes de travail sur les plateformes de réemploi qui est en cours actuellement. Mais nous, ce qui ressort, c'est que justement, cet équilibre économique est déficitaire. C'est pourquoi il y a un réel besoin de faire appel aux subventions, aux aides des éco-organismes. C'est pas pour rien qu'il y a ce type d'aide qui est proposé, et que la multi-activité aussi par le conseil est nécessaire pour recréer l'équilibre à l'échelle de la filière et pas juste à l'échelle d'une opération ou d'un matériau. Merci Clémence. Je crois qu'on a quelqu'un qui lève la main. Vous pouvez prendre la parole, n'hésitez pas. Oui, bonjour, donc Delphine Rollet. Donc effectivement, merci beaucoup pour ces présentations qui sont très intéressantes. Et donc oui, mon commentaire est donc on a besoin de ça effectivement pour convaincre les maîtres d'ouvrage à y aller. Donc c'est très important de passer ces messages. Et, en parallèle, je rejoins le commentaire de Clémence où effectivement, nous, ce qu'on avait fait, par exemple, sur un projet sur Grenoble, on avait aussi démontré que le don potentiellement alimentait une filière de réemploi souvent associative et qui permettait pour cette filière de réemploi associative de revendre les matériaux, donc potentiellement avoir un chiffre d'affaires et donc potentiellement créer de l'emploi. Donc, je trouve effectivement que c'est intéressant aussi surtout pour des métropoles comme Toulouse Métropole, Grenoble Alpes Métropole, qui sont aussi sensibles à la création d'emplois sur leur territoire, qui est peut-être à mettre plus en valeur. Et puis, le deuxième point, c'est aussi, là, finalement, on zoome sur cette partie-là, mais on sait qu'un chantier, c'est bien plus global et finalement, si on zoome trop là-dessus, on peut, euh, par exemple, oublier d'autres thématiques où le maître d'ouvrage peut faire des gains comme sur la gestion des terres ou la gestion des bétons, où souvent c'est des thématiques un peu oubliées, parfois moins mises en avant, et si on les gère bien, on peut gagner des recettes assez importantes sur le chantier, et du coup convaincre aussi par là en disant, vous voyez là, vous pouvez gagner, et donc on peut peut-être aller un peu plus loin sur d'autres typologies de réemploi qui sont moins rentables. Voilà, il y a ces arguments-là. Et le troisième argument, c'est aussi l'argument bien sûr environnemental et gain de CO2 qui finalement sort de l'aspect économique ici. Or, sur le long terme, c'est aussi, si on arrive à diminuer l'impact CO2 de notre projet, potentiellement un gain qu'on peut transformer en gain économique. Voilà. Mais encore une fois, je trouve ça super intéressant ce qui est présenté là.
et qui va nous aider aussi à convaincre les maîtres d'ouvrage. Oui, tout à fait, hein. C'est vrai qu'on parle souvent de gains économiques et là, on s'est concentré sur cet aspect-là, mais tout ce qui est externalité positive, je sais que Cinétique, dans les bilans donc, que vous pourrez retrouver sur le site qui les regroupe tous, on peut vous remettre le lien et vous l'aurez par mail, prennent en compte justement ces externalités positives, que ça soit en gain de CO2, en gain matière vierge, mais aussi en équivalent ETP pour voir l'impact justement social et de relocalisation de certaines activités. Tout ça est traité par Cinétique dans les bilans. Je vais peut-être laisser Patrick, tu voulais réagir? Oui, non, simplement sur ce volet-là, externalité, là, c'est vrai on s'est concentré sur l'équation économique stricte du chantier. Sur l'équation économique élargie, on a fait tout un travail sur les impacts CO2 et leur traduction financière au prix de la tonne de CO2 évalué. Donc, on a mené tout un travail parce qu'on a beaucoup de chantiers, comme vous le savez. Donc, du coup, on a essayé de modéliser quelque chose autour du CO2 et du coût du CO2 économisé. Et aussi au niveau de la main-d'œuvre locale et de l'emploi local généré. On a traduit ça en euros sur les impacts. On s'appuyait sur les études OCDE. Et donc, aujourd'hui, il y a des chantiers qui sont très légèrement positifs ou négatifs, qui sont à l'ISOCOût, on va dire, quelques milliers d'euros, sur des chantiers qui font des millions d'euros. Faut ramener ça aussi à la taille des chantiers. Faut ramener l'équation économique à la taille globale du chantier, de l'opération. Et par contre, on a pu démontrer avec ces externalités que le territoire était largement gagnant et on est en moyenne à 1 euro investi dans le réemploi qui rapporte plus de 3 euros au territoire. Et ça, c'est intéressant. Alors après, c'est sûr que ça va mobiliser surtout les maîtrises d'ouvrage publiques, pas que, mais ça peut mobiliser les politiques publiques plus fortement. Mais ça peut aussi concerner toute la dimension RSE de toutes les maîtrises d'ouvrage privées. Et donc, on s'intéresse beaucoup à 1 euro investi dans l'emploi rapporte combien au territoire. Mais après, je voulais revenir juste sur un tout petit point rapidement, ce qui a été dit dans le chat également. Je pense quand même qu'il y a un chemin si le coût de la dépose est payé au juste montant. C'est pour ça que je pense pas qu'on puisse dire que c'est systématiquement déficitaire pour les structures qui opèrent à partir du moment où on chiffre réellement le coût de la dépose sélective, du reconditionnement, etc., des étapes. Et ça, c'est un point important sur lequel on est très vigilant, sur l'allotissement et sur comment c'est produit, d'avoir des contrats publics avec des privés, avec des prix précis sur les coûts réels affectés, hors schéma subventionnel. Et ça, c'est un point important sur lequel il faut vraiment être en veille, c'est de payer à juste titre les prestations réalisées, tout simplement. Et là, ça va déjà assainir l'équation économique pour côté C'est encore acteur. encore beaucoup de pédagogie à faire pour quel est le bon prix de l'acheteur. Il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Je crois qu'on avait une dernière question. Ah, deux dernières questions, Madame Boutin. Oui, bonjour. C'était pour témoigner d'un autre modèle. Alors, je ne sais pas si c'est très bien. Dans ma commune, on a voulu faire une expérimentation, un test de réemploi sur un chantier. Alors voilà, ce n'était pas question de faire du réemploi en interne. Nos architectes n'étaient pas du tout moteur là-dessus. Donc, on l'a quand même lancé, mais pour faire du réemploi, du coup, hors site. Enfin, voilà, ça ne sera pas pour nous. Et donc, il y a un acteur du réemploi qui nous a proposé de faire la dépose gratuite. Et donc, en échange, nous, on lui donnait tous les matériaux. Donc, on est passé on a fait ça sous forme de contrat, marché public, petit lot, donc à 0 euros. Et du coup, on leur avait dit, OK, mais du coup, vous prenez que les produits qui vont être rentables pour eux, pour vous, en fait, ou alors ceux pour lesquels vous avez déjà des repreneurs, en leur laissant un peu de temps pour qu'ils cherchent des repreneurs en amont. Finalement, l'acteur du réemploi a dit, finalement, on veut prendre le maximum. Finalement, je ne sais pas si c'est très rentable pour eux. Voilà, c'était pour partager un peu ce retour et voir si vous aviez, vous, étudié ce modèle aussi, ce modèle économique qui finalement, voilà, c'est vraiment une expérimentation, mais je ne pense pas que ça soit très rentable pour eux, en tout cas pour l'acteur du réemploi qui est sur site, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Patrick, je te laisse répondre. Ouais, c'est le schéma. En fait, c'est le schéma numéro 1, c'est le don avant dépose. C'est le don avant dépose que vous avez fait. C'est dans le modèle. En fait, c'est dans la pyramide. Il faut justement s'assurer que la qualité des ressources et le prix de vente estimé des ressources puissent venir
parce que c'est un pari, en fait, là, que fait la structure, en C'est ça. fait. Hein. Ouais, Enfin, c'est ça. elle fait le pari qu'elle va réussir à revendre les matériaux à hauteur du temps qu'elle va passer à les déposer. Mm, Elle fait un pari avec vous. Alors, je ne sais pas c'est si le ça. pari est gagnant ou perdant, mais parce que je me mets de l'autre côté. Hein. Alors, pour le maître d'ouvrage, bah, évidemment, c'est toujours vert, hein, je vous l'ai mis tout à l'heure dans le Mm, schéma. C'est un modèle économique qui est toujours rentable, puisque vous évitez le traitement des déchets et finalement, vous ne payez rien. Donc, vous n'avez aucun surcoût, donc vous êtes forcément dans du vert. Côté acteur de filière, c'est un pari. Alors après, c'est son expérience en termes de revente des matériaux, en termes de potentialité de revente. Après, on a un diagnostic PMD qu'il faut étudier avec précaution sur les prix de revente estimés. Donc, je ne sais pas si ça s'appuyait sur un diagnostic PMD, mais voilà, il faut évaluer ça avec oui. précaution quand même sur les prix de vente. Si vous avez un diagnostic PMD qui mentionne les prix de vente estimés des matériaux. Mais en tout état de cause, là, il s'agit d'une initiative privée avec une prise de risque individuelle, quoi, en disant, ben voilà, nous, on a regardé, on va vendre les portes, on vend les menuiseries, on devrait s'en sortir. Globalement, on a intérêt à le faire. Alors après, il y a ça, et voilà, le travers dans lequel ça peut tomber, c'est que des fois, ça permet d'occuper, notamment sur des structures d'insertion ou d'autres structures, ça permet un peu d'occuper les personnes faute d'activité, mais c'est pas forcément de ne pas les avoir, entre guillemets, devant la porte et de les faire bosser, et en même temps, finalement, d'avoir un modèle économique qui n'est pas rentable, mais simplement d'avoir une situation un peu occupationnelle. Et ça, c'est un risque qu'il faut quand même mesurer, et donc il faut être bien sûr qu'il s'y retrouve globalement. Vous portez acquéreur d'une partie des ressources, par exemple pour dire emploi en interne, en tant que maître d'ouvrage, dans une petite commune, vous dites voilà, vous venez nous déposer ça, on vous donne tout, et pour ça, on vous paye la dépose, on vous paye le matériau démonté. Là, ça peut être intéressant parce que du coup, ils sont assurés d'atteindre un certain équilibre économique. Donc après, comme tout pari, c'est difficile d'en désigner l'issue. Oui, après, du coup, je ne retrouvais pas forcément ce modèle, parce que vous, dans votre modèle, c'était le don à pied d'immeuble sur site, et nous, ils l'emmènent en stockage quand même. Donc, en plus, voilà, ils ont les coûts de stockage en plus, quoi. Donc, Je crois qu'on avait une dernière question. Monsieur Devaux. Bon, on a peut-être perdu la dernière question. Peut-être, Laure, si on peut passer à la dernière slide pour faire un petit point agenda. Donc, on était sur le deuxième webinaire de ce cycle de ce cycle 2025. Et donc, on vous donne rendez-vous le 26 juin pour avoir des exemples, justement. C'est vrai qu'on vous parle pas mal de ce qu'on fait dans le cadre du projet à Toulouse Métropole, mais pour croiser avec des dynamiques régionales et ou européennes. Et ensuite, dans les deux prochains webinaires, on parlera commande publique et on finira par un bilan vraiment global du projet LIFE qui arrive à sa fin. Est-ce qu'on a retrouvé Monsieur Devaux qui voulait poser une question? Oui, on vous écoute. Ah, alors peut-être un problème de micro. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, à nous les écrire par mail. On répondra avec plaisir. Et on va vous envoyer également donc les liens des replays, les liens vers les présentations et où vous retrouverez le lien du site de Toulouse Métropole pour le projet Life Ways to Build une fois qu'il ne sera plus en maintenance et également tous les replays et présentations des webinaires précédents. En tout cas, bonne journée à tous. Merci aussi.